Rejoignez-nous, ne regardez pas. Arrête de gaspiller l'argent du peuple. C'est bon. Liberté pour Grenoble, liberté pour Lyon, liberté pour Voiron, liberté pour Bresson, liberté pour Échirol, liberté pour Curiac. Première dose, malade comme un chien, elle s'adresse à son médecin référent pour essayer d'obtenir un arrêt maladie, afin d'éviter la seconde dose. Refusée. Comme c'est une employée très compétente et sans doute pour atténuer l'effet de cette obligation, de quelques heures de travail par semaine, on lui offre, avec des guillemets, 40 heures, ce qui l'arrange. Allez, voilà la danse du ventre. Sera-t-elle malade après la seconde dose? Cette jeune femme est très fragile de santé. Et qu'adviendra-t-il d'elle dans l'avenir? On lui a octroyé généreusement un jour de congé supplémentaire à cause de sa fragilité. Le mot de la fin, une employée d'une administration à qui, furieuse, je racontais l'histoire, m'a répondu, très gênée, elle ne sera pas forcément malade de la deuxième injection, vous n'en savez rien. Mon médecin, sans commentaire, je sais ce que je pense, moi. Pour les autres, chacun est libre de sa pensée qu'on veut lui confisquer. Élection. Concernant l'élection présidentielle, oui, ça va avoir lieu bientôt. Je suis persuadé que l'État veut notre bien à tous. Je le remercie de sa grande tendresse envers le peuple. Je pense donc voter en faveur du candidat qui nous donnera sa parole, on sait ce qu'elle vaut, de procurer un abri anti-atomique à chaque citoyen, afin de le protéger de la pollution, du cancer, de la grippe, des piqûres de moustiques, etc., etc. Et vive la vie! Par expérience personnelle,
j'ai appris que manipuler, contraindre, utiliser la force fait qu'il y a une perte de confiance générale, doublée d'une rancune tenace. Nous n'oublierons pas. Méchanceté. Un certain V, je crois parler, je cite, de pourrir la vie des non-vaccinés, interdit de bibliothèques, de restaurants, de bistrots. Ces derniers sont partisans du système D, se débrouilleront toujours. J'ajoute que dans un pays comme la France, où les 3/4 de la population sait presque tout faire en cuisine, ça ne va pas nous faire pleurer. Plus vicieuse, l'idée de frapper au porte-monnaie des non-vaccinés en les taxant. Avant, il y avait les automobilistes, mais après tout, on peut toujours en rajouter. Comme je l'ai dit auparavant, on s'en souviendra. Comptez là-dessus. Police. La police française deviendra-t-elle aussi brutale que la police australienne? Vu sur Internet des vidéos terribles, police aux ordres d'un pouvoir liberticide et semble-t-il devenu fou. Population gazée, matraquée, traînée de force au sol. L'excuse habituelle, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Signé Adolf Eichmann, suffira-t-elle? L'obéissance est-elle une vertu? Je suis encore assez naïve, oui je suis naïve, pour croire qu'une majorité des policiers, enfin des éléments de la police, aura à cœur de pouvoir se regarder le matin dans la glace sans avoir envie de se cracher dessus. Je m'essaye, c'est fini, je m'essaye au journalisme en ce moment crucial. Serais-je meilleur, oh là là, que ces journalistes de plateau, BFM TV? Enfin, j'espère que BFM TV ne va pas porter plainte contre moi pour exercice illégal du journalisme. Au revoir. Merci de votre écoute. Donc moi, je voudrais dire qu'à la base, je suis professeure de physique-chimie aussi, pour répondre à monsieur zététicien, et que pour moi, la science, ce n'est pas de la zététique. J'ai appris ce qu'est la science, et ça n'a rien à voir avec ça. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose de très important au niveau des scientifiques, c'est de reprendre la démarche expérimentale scientifique. Qu'est-ce que la démarche scientifique? Et là, il est clair qu'aujourd'hui, nous avons affaire plus à un dogme au niveau de certains milieux médicaux, enfin dans certains médecins, pas tous bien sûr. Et voilà, donc toujours reprendre justement ce qu'est la véritable science. Ça, c'était pour ce qu'avait dit monsieur. Ensuite, je voulais témoigner ce qui est arrivé à ma sœur, qui a été forcée de se vacciner. Et donc, à la deuxième dose, en fait, donc le soir, elle n'était pas bien du tout. Le lendemain, elle travaillait pas bien du tout. Et puis le deuxième soir, quand elle est rentrée, elle a été prise de douleurs atroces. Elle m'a expliqué qu'elle était tordue par terre de douleur. Elle a ressenti comme si on la frappait comme des coups partout. Et elle a fini aux urgences. Elle a dû recevoir donc comment on appelle, sous perfusion jusqu'à ce que la douleur cesse. Donc ça a duré jusqu'à 2h du matin non-stop, quoi. Bon, après elle est rentrée, mais voilà, je voulais témoigner quand même de ça, c'est pas rien. Voilà. Il ne faut pas voir uniquement par rapport à la France. Moi, je suis chercheur en histoire des religions. Mes livres sont à Stanford, Harvard, Princeton. Je suis soutenu par Edgar Morin, etc. Voilà. Donc, je sais ce que c'est chercher scientifiquement. Et quand je cherche toujours en plusieurs langues. En français, en anglais, en italien. Genre toujours les points de vue différents et toujours regarde les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, voilà. Et donc, par rapport à l'hydroxychloroquine, par exemple, la fameuse étude Discovery a été arrêtée et à aucun moment, pendant l'étude Discovery, ils n'ont respecté les protocoles donnés par l'IHU de Marseille. C'est-à-dire qu'ils ont donné l'hydroxychloroquine trop tard, il y a des gens qui étaient en train de mourir, ils n'ont pas respecté le protocole, ils ont arrêté ça. Mais en fait, ça avait commencé à démontrer que si c'était bien fait, ça fonctionnait, et c'est suite à l'arrêt de l'essai Discovery que
la médecin Violaine Guérin et d'autres ont créé Réinfo Covid. Donc là, on voit bien clairement de la part d'une partie du gouvernement la volonté de détourner un essai lancé en grand renfort de trompette et qui n'a jamais été mené à bien et où ils n'ont pas pratiqué le protocole véritablement. Donc c'est quand même un vrai problème. Personne ne connaît complètement un dossier. Il y a plusieurs centaines de... Il y a plusieurs centaines... Oui, il y a plusieurs centaines d'études sur la chloroquine. Donc dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle une méta-analyse. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est une étude où on prend toutes les études. Pour petite... bon, en Chine, par exemple, ils ont très vite arrêté le protocole. Très très vite. Et... Donc du coup, non, si c'était magique, on ferait déjà. Pourquoi ? Parce que en fait, quand vous êtes médecin, vous avez une latitude, vous avez le droit de prescrire la chloroquine, d'accord ? Mais si, vous avez le droit. Bon, on va s'arrêter là, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est discuter avec des scientifiques, prenez le temps de discuter avec des scientifiques. C'est qu'on a demandé au professeur Raoult, attendez, de donner des placebos à des malades. Or, on donne des placebos à des malades de façon volontaire et pas lorsqu'on est en pleine épidémie. Donc aucune personne, aucun médecin, aucun soignant digne de ce nom, ayant un cœur, ayant une tête, n'accepterait de donner un placebo à sa mère alors qu'il y a énormément de signes qui montrent que l'hydroxychloroquine fonctionne. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et deuxièmement, il y a les vaccinations interférentes. Je vous rappelle le cas du dengue vaxia de Sanofi aux Philippines. Ça s'est passé dans le New York Times, etc. Sanofi a fait des vaccinations interférentes contre la dengue et il y a eu des centaines de morts chez les enfants. La moitié de Sanofi a pris la fuite. La moitié est retenue dans le maxi procès, c'est le dengue vaxia, parce qu'on a fait des vaccinations interférentes et donc double dose d'anticorps. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, par ces pseudo-vaccinations, les Américains parlent d'injection de caillots sanguins, tellement ça provoque des... Voilà, parce qu'en fait, on ne vaccine jamais pendant une épidémie et pourtant c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous séparez pas les vaccins. On sait que l'AstraZeneca avait des problèmes de thrombose. On l'a arrêté. Bien monsieur, si vous étiez arrivé avant, vous aurez vu qu'on a cité les chiffres de la European Medicines Agency. Après, vous pouvez toujours dire que c'est une corrélation et que c'est pas une cause. Mais voilà, moi je veux dire, des personnes qui n'ont jamais eu aucun problème et qui ont un AVC 2 jours après, on ne peut pas faire semblant que ce soit dû au hasard, quand il y en a des dizaines de milliers de cas quand même, non ? Il y a toujours, en santé, vous avez toujours des problèmes. On est d'accord. La chloroquine, rapidement, parce qu'en fait, il n'y a pas de la chloroquine, ça marche ou ça marche pas. Il y a des phases, il y a la phase virale et ensuite il y a la phase grave de la maladie. Et il faut en reparler, se rappeler de ce qu'un jour Véran a osé dire à la France entière en disant oui, ok, on va tester dans le programme Discovery, Recovery, qu'il voulait faire à l'échelle européenne. Ok, on va tester la chloroquine. Il avait d'ailleurs pas introduit dans le programme Recovery à l'origine. Il a cédé sous des pressions de gens comme nous, j'imagine. Donc ils ont dit ok, on va tester. Il a dit à des personnes uniquement en phase grave. Et je vais vous dire après pourquoi ça c'est grave. Il n'avait pas le droit de tester à ce moment-là. Et donc des personnes en phase terminale, des personnes qui sont donc très vieilles, très affaiblies par la maladie. Il faut savoir que la phase grave, vous n'avez plus un seul virus vivant en vous. Or la chloroquine est un antiviral. Donc qu'est-ce qu'on donne un antiviral à quelqu'un qui n'a plus un virus vivant en lui? C'est absolument inadmissible. Quand il a dit ça, j'étais complètement fou. Ça faisait des mois et des mois, même quand le virus était encore en Chine, qu'on savait déjà ça. Voilà, je voulais juste dire ce mot-là. Pareil pour le remdesivir, qui a peut-être un effet effectivement sur le virus, mais qui a d'autres effets très graves sur d'autres choses. On l'a donné à des gens aussi en phase non virale. Donc c'est absolument gravissime. Il fallait quand même distinguer. Il n'y a pas de chloroquine, ça marche pas. Si on prend le truc dès le départ, je sais pas moi, je suis pas scientifique aujourd'hui, mais en tout cas il y a de fortes chances que ça fonctionne. Voilà. Il y avait plein de gens qui voulaient réagir, donc je vais leur donner le micro. Trop long, j'ai reçu une goutte.
je voulais revenir sur notre scientifique qui est là et la méta-analyse. Parmi nous, je pense qu'il y a des scientifiques dans ce public-là. Il y a des médecins aussi qui, du coup, ont suivi aussi un parcours de sciences. Moi-même, j'en ai suivi par le passé. Je suis d'accord sur deux choses avec ce que dit ce monsieur scientifique qu'il faut quand même avoir en tête. La première, c'est qu'effectivement, quand il y a plusieurs études sur un même domaine, il faut faire une méta-analyse, c'est-à-dire il faut faire des comparaisons entre les études entre elles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce monsieur invite à avoir un esprit critique, et c'est vrai qu'il faut toujours le garder. En ce moment, avec ce qui se passe avec les chiffres, c'est ce qu'il faut faire le plus. Sur la méta-analyse, pour faire une corrélation avec les vaccins, il est possible, effectivement, qu'actuellement, ces substances géniques qui soient sur le marché, pour certains publics, il y a du bénéfice. Il faut quand même le savoir. Il peut y avoir du bénéfice sur les gens qui ont des comorbidités, les personnes qui ont un certain âge. Ça peut effectivement les protéger des formes graves. Ça, c'est une réalité. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand une étude elle est faite, il y a ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Les médecins doivent le savoir. Il y a ce qu'on appelle un intervalle de confiance qui doit être supérieur à 95% quand on fait une étude. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours un groupe témoin et un groupe malade. C'est comme ça qu'on fonctionne dans les études de recherche. Pour les vaccins, il y a eu plusieurs études effectivement qui ont été faites qui montrent le bénéfice-risque en fonction de la tranche d'âge. C'est prouvé aujourd'hui, toutes les personnes qui peuvent aller voir sur InfoCovid, le collectif de scientifiques justement indépendants de l'État, en dessous de 30 ans, les 4 vaccins actuellement sur le marché ne servent à rien. Il y a plus de risques pour eux qui développent quelque chose de grave à cause de ces vaccins que de bénéfices. Voilà. Entre guillemets, ils risquent moins d'attraper le Covid que de se faire injecter ces substances géniques. Pour les autres tranches d'âge, ça se discute, mais en tout cas, les études sont encore en cours, donc on ne peut rien conclure pour l'instant. Donc effectivement, on ne peut pas affirmer non plus comme ce monsieur que ces vaccins-là sauvent des vies à 100% pour tout le monde, et que du coup, ça permet, c'est entre guillemets la solution pour sortir de cette crise. La solution, elle est multiple, c'est-à-dire effectivement, il faut des vaccins qui auront terminé leur protocole de recherche avant d'être mis sur le marché. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut donner une grande cause nationale à la recherche sur les traitements. Aujourd'hui, il y en a 4 ou 5, il y en a plusieurs en études. Et ce qui est dit quand même, c'est que mettre ces traitements sur le marché, ça coûte une blinde. C'est voilà, c'est ce qui est dit par les politiques. Et qu'entre guillemets, vacciner les gens revient moins cher. Voilà. C'était ce que je voulais dire pour terminer sur le monsieur qui est parti maintenant. L'hydroxychloroquine, c'est que Madame Vidal, ministre de l'Enseignement et de la Recherche, s'est félicitée la semaine dernière par un tweet que la revue Nature, qui est la revue la plus prestigieuse dans le domaine des sciences au niveau international, a classé dans le top 10 2 publications françaises, dont une de l'IHM, l'Institut du professeur que vous connaissez, voilà, Méditerranée, qui portait justement sur les bénéfices de l'hydroxychloroquine. On va finir sur le sujet hydroxychloroquine. Tout à l'heure, j'ai parlé du projet Recovery, vous en avez tous entendu parler. Et lorsqu'ils se sont mis à analyser l'hydroxychloroquine dans le programme Recovery, ils ont administré à des gens donc, qui sont très très malades en phase terminale, donc c'était même plus la peine de leur donner de l'hydroxychloroquine, mais surtout ils ont administré l'hydroxychloroquine à des doses de cheval qui ont tué les gens, carrément. Donc ça c'était gravissime, je crois que c'était 0,6, enfin 600 mg alors que, enfin je sais plus, les milligrammes je les connais pas, mais en tout cas ils étaient très peu en dessous de la dose létale, ce qui est inadmissible pour des gens très vieux en phase terminale. Voilà.